L'enquête interne en droit social, c'est un très très beau sujet que nous allons développer devant vous avec Jean-Marc. Alors c'est un beau sujet, pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui se développe énormément au sein des entreprises. Création jurisprudentielle, question de savoir si on encadre ou pas les enquêtes internes, un vaste sujet, je sais que Jean-Marc y tient beaucoup. Et l'aborder, c'est l'aborder de deux manières différentes. C'est l'aborder en tant qu'avocat qui est susceptible d'enquêter lui-même, et puis également en tant qu'avocat qui accompagne ses clients dans le cadre d'une enquête. Mais je vais te laisser la parole, Jean-Marc, pour définir le concept d'enquête interne, même si les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ont quand même un aperçu assez fort de ce qu'est une enquête interne au sein d'une entreprise. Merci beaucoup Stéphane. Effectivement, les enquêtes internes, c'est un thème passionnant, à la fois pour les avocats qui sont capables de réaliser ces enquêtes, mais également pour conseiller les clients. Alors le concept, c'est finalement un concept presque d'autorégulation dans lequel les entreprises vont pouvoir se saisir et réaliser elles-mêmes des enquêtes sur des faits qui sont portés à leur connaissance, avec un dispositif particulier qui est issu des lois Sapin II et des lois Wasserman. Ce sont que les enquêtes internes, finalement, aujourd'hui, sur des faits tels que le harcèlement moral, le harcèlement sexuel ou la corruption, peuvent être portées à la connaissance de l'administration en externe, du défenseur des droits, ou peut-être porté à l'intérieur de l'entreprise. Et finalement, tout l'enjeu des enquêtes internes, ça va être de pouvoir se saisir des faits qui sont dénoncés et enquêter soi-même avec un dispositif qui soit suffisamment attractif pour éviter et finalement que des faits qui peuvent être gênants, des faits de harcèlement moral ou sexuel, ou encore une fois ces faits de corruption, soient portés à l'extérieur de l'entreprise. On va peut-être pouvoir entrer dans le vif du sujet en distinguant finalement la phase de conception de l'enquête, comment on prend des outils pour encadrer cette enquête, et la phase de réalisation. Je ne sais pas, Stéphane, si tu veux dire un petit mot sur oui. La phase de conception, comment une entreprise arrive à mettre en œuvre une oui, politique. Tout à fait. Un petit point liminaire. Il a été dit à un moment donné que l'enquête n'était pas obligatoire. Dès lors que des faits étaient portés à la connaissance, il y a une jurisprudence qui a été rendue il y a quelques temps sur la question. En fait, ce qui compte, donc cette jurisprudence, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Ce qui compte, c'est que l'entreprise prenne des mesures. Alors, ça peut effectivement être autre chose qu'une enquête dès lors que les faits ne sont pas d'une importance capitale, mais en tout état de cause, l'employeur ne peut rester quoi devant des faits qui sont portés à sa connaissance et qui sont susceptibles de conduire à une qualification de harcèlement. Maintenant, la manière de concevoir une enquête. Alors c'est assez encadré au sein des entreprises qui en général encadrent le processus par des process très normés. Ce qu'il faut, c'est organiser des entretiens de façon extrêmement rigoureuse, des entretiens avec les personnes qui évidemment sont à l'origine de la dénonciation des faits, les personnes qui sont susceptibles d'être témoins, devant des interlocuteurs qui sont par définition neutres et qui vont de façon totalement confidentielle, et la confidentialité est un point cardinal de l'enquête, qui vont de façon totalement confidentielle écouter et poser des questions, bien entendu, et au terme de ce processus, établir un rapport, donc le rapport d'enquête, qui doit, je le répète et j'insiste sur ce point, préserver la confidentialité, qui doit ne pas contenir des éléments permettant d'identifier les personnes qui ont été entendues, et qui va permettre, une fois que ce rapport sera établi, à la personne qui doit prendre une décision, de prendre cette décision en toute connaissance de cause et en toute objectivité. Absolument. Pour nous résumer, finalement, l'enquête interne appelle des notions de neutralité, d'impartialité, d'objectivité et d'indépendance. Et c'est là où cette notion en entreprise peut être un petit peu compliquée, parce que
Lorsqu'on est enquêteur interne, on est généralement un salarié. Qui dit salarié dit qu'on est subordonné au management. Alors nous, on plaide effectivement, en formant les managers dans les entreprises, à ce qu'ils fassent œuvre d'indépendance dans la réalisation de cette enquête. Pourquoi indépendance ? C'est parce qu'il faut établir véritablement les faits qui peuvent concerner un manager qui est accusé par un autre salarié. Si vous avez des interférences de ce manager auprès de l'enquêteur, on peut estimer que l'enquête, à ce moment-là, ne sera pas indépendante. De manière plus facile, c'est vrai que lorsque l'enquête est externalisée auprès de conseils d'avocats en droit social, par exemple, lorsqu'il s'agit de faits de harcèlement moral ou sexuel, voilà, le statut de l'avocat fait que l'enquête sera menée de manière indépendante. Le statut de l'avocat, et je crois que même au-delà du statut de l'avocat, c'est le côté extérieur de l'intervenant qui est en capacité de dépassionner un peu l'échange. Parce que dans des situations un peu critiques, il est aisé de considérer que la personne de la direction des ressources humaines qui va devoir mener l'enquête est parfois aussi trop impliquée dans ce processus. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de principe, c'est vraiment une situation au cas par cas, mais dans certaines situations, il est préférable de s'en remettre à un enquêteur externe, quitte à associer. Et là, c'est une vraie question, savoir si on associe ou pas les représentants du personnel au processus d'enquête. Ça peut arriver dans certains cas, mais en tout état de cause, bien identifier en fonction des circonstances le panel éventuellement d'enquêteurs qui va être en capacité d'apporter une certaine objectivité au processus d'interview. On va revenir dans un instant sur l'implication ou non des représentants du personnel, mais c'est une vraie question. Effectivement, pour rebondir sur le point de quand faut-il mener l'enquête en interne, quand faut-il l'externaliser auprès d'avocats, par exemple, extérieurs. Il n'y a pas que les avocats qui mènent des enquêtes, mais quand faut-il externaliser ? Nous, d'expérience, on le voit sur des enquêtes sensibles qui peuvent effectivement concerner des directions générales, par exemple, et on estime que effectivement l'enquêteur en interne ne sera pas à même de mener son enquête de façon objective. Et pour assurer véritablement l'impartialité, on décide d'externaliser l'enquête pour qu'elle soit réalisée à l'abri et en toute indépendance. Sur ta question fort intéressante de savoir si... un peu provocatrice. Non, elle est légitime, de savoir si on associe les représentants du personnel à l'enquête. Alors, juste un rappel dans la directive qui a inspiré la loi Wasserman, il n'y a pas d'obligation, même si une des dernières recommandations du défenseur des droits nous laisse à penser qu'il faut associer finalement des représentants du personnel, mais ça n'a pas d'effet obligatoire. L'enquête des représentants du personnel, c'est quelque chose qui leur appartient en propre lorsque il y a des dangers graves et imminents dans l'entreprise. Donc pour une enquête interne qui concerne un individu, on n'est pas obligé d'associer les représentants du personnel. Maintenant, on peut le faire dans certaines circonstances. Je crois qu'on était intervenu de concert sur une affaire dans laquelle, pour des raisons diverses et variées, on avait réuni une équipe d'enquêteurs internes en associant les représentants du personnel, mais il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Et puis, peut-être qu'on peut aborder la phase de restitution de l'enquête, qui est une phase importante, puisque il y a véritablement une demande de transparence très forte, à la fois des personnes qui font l'objet de l'enquête et des personnes qui sont à l'origine de l'enquête et qui souhaitent finalement tout savoir sur ce processus d'enquête. Que s'est-il passé ? Qui a dit quoi ? Dans quelles circonstances ? Etc. Là-dessus, il faut être très clair, la phase de restitution de l'enquête, elle concerne effectivement la personne qui a été à l'origine de l'enquête, mais on va lui donner finalement les conclusions et les recommandations que font l'enquêteur. Il ne s'agit pas de donner à la personne à l'origine de l'enquête l'intégralité des éléments qui étaient recueillis, comme tu le disais Stéphane, pour des raisons bien comprises de confidentialité et pour permettre aux témoins qui ont pu intervenir dans l'enquête finalement d'être à l'abri de toute pression et de toute mesure de représailles
ou retaliation, comme on dit en bon français. Et ce qui est parfois mal compris, parce que quand une personne est mise en cause, quand une enquête est conduite à son endroit, sa tendance naturelle, c'est de vouloir connaître non seulement les conclusions, mais également tout le raisonnement qui a conduit au rapport d'enquête. Donc il y a vraiment une pédagogie à faire et une ligne à conserver pour conserver précisément à ce rapport d'enquête toute son intégrité. Dans l'optique, et ça peut peut-être faire une transition, dans l'optique des suites de l'enquête. Parce qu'on a vu comment on conçoit une enquête, on a vu ensuite comment on restitue les résultats de l'enquête, mais après, pourquoi faire? Une fois que le rapport est déposé, pourquoi et que fait-on de ce rapport d'enquête? Absolument. Et la bonne pratique, c'est de se dire que dans toute entreprise, la personne qui a fait l'enquête se contente d'établir une recommandation, mais ce n'est pas cette personne elle-même qui va prendre les mesures, les conséquences des résultats de l'enquête. Pour prendre un exemple très concret, dans le cas basique d'un harcèlement moral, l'enquêteur a établi l'existence d'un harcèlement moral, il va proposer à la direction de la société une sanction, plus ou moins sévère selon les circonstances qui sont appréciées par l'enquêteur, et c'est ensuite à la direction, au management, de mettre en œuvre les recommandations qui lui sont faites par l'enquêteur. À charge pour la direction de la société, finalement, d'assumer ou non les recommandations de l'enquêteur. Et quand on dit assumer ou non, on peut penser, ou certaines personnes pensent, que les conclusions de l'enquêteur doivent être absolument suivies. Pas forcément. Mais si elles ne sont jamais suivies, en cas de dénonciation de harcèlement moral, par exemple, bien finalement, les personnes qui font remonter l'information vont perdre confiance dans la société, dans l'objectivité de ce qu'on peut qualifier d'autorité de poursuite, c'est-à-dire le management qui va véritablement prendre la décision. Si en revanche c'est suivi à chaque fois sans appréciation des circonstances de faits, on va questionner également l'appréciation du management. Donc c'est quelque chose qui doit être apprécié assez finement par la direction de la société, en essayant évidemment, si l'enquête a établi la véracité des faits, de prendre une sanction, mais ce n'est pas forcément la sanction la plus sévère. Évidemment, elle sera sévère en cas de harcèlement moral. Ça peut être des faits qui sont moins graves pour lesquels la sanction n'est pas forcément la rupture du contrat de travail. Et avant d'aborder la question du sort de l'enquête dans le cadre d'un contentieux, parce que évidemment on ne peut pas exclure l'hypothèse d'un contentieux une fois que la sanction est prise, je crois que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les parties en cause, en présence dans le cadre de l'enquête, ont intérêt à ce que l'enquête soit menée rigoureusement, mais dans un laps de temps aussi concentré que possible. Parce qu'une enquête dans une entreprise, c'est quelque chose qui peut perturber. Donc au-delà évidemment de la confidentialité stricte qui doit être attachée au processus d'enquête, sans précipitation, les parties ont vraiment intérêt à mener ça de façon très cadencée, de façon très rigoureuse, pour que ce qui est quand même parfois un traumatisme, il faut quand même appeler les choses par leur nom, dure le moins longtemps possible et le moins d'effets délétères possible. Et donc, la dernière partie, finalement, de l'enquête, c'est son sort dans le cadre d'un contentieux. La personne responsable la personne responsable de la décision prend une sanction. Cette sanction peut évidemment être contestée devant les juridictions prud'homales. Et quid du rapport d'enquête dans le cadre de cette procédure, sachant que parfois, et même souvent, le rapport d'enquête est le seul élément permettant de diligenter, de prendre la sanction et ensuite de mettre ce rapport à l'épreuve du contentieux prud'homal. Ça, c'est un excellent réflexe qu'ont, je pense, les avocats qui se disent, à partir du moment où j'ai rédigé un rapport d'enquête, il pourra un jour être revu par un œil extérieur qui est celui du juge prud'homal. Et il faut que les juristes sociaux en entreprise aient le même réflexe en disant tout ce que j'écris dans mon rapport d'enquête doit être substantifié, doit être objectif, doit être vérifié, de telle sorte à, si un jour la préconisation que j'ai faite dans le cadre de mon rapport d'enquête est remise en cause par l'intéressé, je dois pouvoir
sur injonction du juge, produire mon rapport d'enquête et démontrer que mon enquête a été réalisée avec objectivité, neutralité, impartialité, à charge et à décharge, pour expliquer la recommandation de la sanction que j'ai prise. Voilà, donc le processus d'enquête en droit social au sein d'une entreprise est un processus qui est dicté par des considérations d'indépendance, d'objectivité, de rigueur, de la conception jusqu'à, le cas échéant, son sort procédural devant la juridiction prud'homale. Il faut y attacher beaucoup d'importance. Il ne faut pas minimiser l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise. Et je pense que si on prend en considération l'ensemble de ces facteurs que l'on vient de décrire, eh bien l'enquête se passera le mieux possible, sans perturber le fonctionnement de l'entreprise et sans aller jusqu'à des sanctions qui seraient disproportionnées au regard des faits qui ont été énoncés. Et pour finir, en conclusion, effectivement, je ne peux que rebondir sur ce que tu as dit pour finalement dire que plus votre processus d'enquête, plus votre rapport d'enquête est professionnalisé, plus vous allez donner confiance finalement aux salariés pour remonter des éléments et pour que tout ceci puisse être traité en interne, rejoignant l'autorégulation dont on parlait en introduction.